Madame Liebig, vous voyez cette petite affiche sur un écran orange, n'est-ce pas? Merci. Alors, je disais en plaisantant que hier, j'aurais dû vous parler de ce livre dont j'ai déjà parlé, sur lequel je reviendrai, de l'artification, c'est de Nathalie Eynig. On a raison de me le faire remarquer. Alors, je dis Eynig parce que je n'ai pas d'accent, donc je décide de ne pas en avoir du tout. Comment quelque chose devient de l'art? Et dans cette série d'œuvres, d'articles, en fait, puisque c'est dirigé par Eynig et Shapiro, il y a la question, on le voit ici, comment la danse hip-hop devient de l'art, comment la photo, le graphe, les métiers d'art, l'art naïf, l'art brut, les arts primitifs, la magie. Là, il y a des choses qui ne l'ont pas été, qui vont le devenir doucement. Et hier, je parlais de cette façon dont la pratique amateur pouvait nourrir l'art et le transformer. Et l'exemple le plus flagrant, il sera assez bref à résumer maintenant, et il va tout à fait avec notre popcorn cinéma du dimanche, c'est que l'article sur lequel je m'appuie là, il est sur la façon dont le cinéma devient un art, et on est au cœur de notre sujet. Voilà, qui écrit tous les arts avant de devenir un commerce et une industrie ont été à leurs origines des expressions de rêveurs. Le cinéma, pardon, c'est le contraire. C'est d'abord une industrie et un commerce, et maintenant il doit devenir un art. Alors la question que soulève ce livre de l'artification, c'est comment un art devient un art. Il y a trois critères à réunir, qu'on va regarder rapidement, puisque on va le décliner sur d'autres sujets plus tard. Il y a celui des collectionneurs, en fait, ceux qui produisent et qui commencent à échanger ensemble. Et la façon qu'un art, plus ou moins consciemment, de devenir un art, c'est de copier l'art qui le précède. Et la citation que voilà, puisque les premières projections de Lumière, c'est 95, c'est Canudo qui écrit en 1920 que l'art est le septième art, après la musique, la poésie, la danse, l'architecture, la peinture, la sculpture. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Il fait un truc très important, c'est que euh, le rangement de ces arts, ce sont les Grecs. Et entre les Grecs, moins 300 et 1895, il y a quand même du chemin. Ce que fait Canudo, c'est qu'il s'appuie sur une classification connue, reconnue. Voilà, les arts, c'est ça, dans lequel vous voyez qu'il n'y a pas, par exemple, le roman, qu'il y a des tas de choses qui peuvent manquer. Mais ce que fait Canudo, c'est qu'il va dire la naissance d'un sixième art. Voilà, quand il publie en 1911, ce n'est encore que le sixième, et dans le manifeste des sept arts en 1923, c'est devenu le septième art. L'idée que le cinéma soit dans une classification qui est reconnue par tous d'un temps ancien, c'est ce qui va aider une pratique à devenir un art. Donc là, le premier des critères que décrit le livre de Shapiro et Heineck, c'est de s'appuyer sur quelque chose qui existe avant. Et pour rappel, le cinéma est d'abord un spectacle forain, c'est-à-dire c'est diffusé, c'était un petit bout de jour de fête des années 50 puisqu'on est dedans, c'est diffusé dans un petit hall. Voilà, j'ai retrouvé une petite carte postale du nord de Valincourt. Là, on a du cinéma électrique, c'est-à-dire il y a un barnum, une projection, et le cinéma se balade d'un endroit à un autre. Et donc, avant qu'il soit reconnu comme autre chose qu'un divertissement, la femme a trois têtes et l'homme sans bras, et tant qu'il est dans le domaine forain, il est une façon d'avoir une pratique qui rentre par les marges, encore une fois. Et c'est la même chose, si vous connaissez plus ou moins le sujet, pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo entre par la fête foraine, il entre par les centres commerciaux, il entre dans les gares, dans les lieux d'accueil, les bars, et petit à petit, il devient un lieu en soi. C'est ce qui fait qu'il est en train de devenir, puisque le premier critère, c'est celui de partager avec ses pairs. Voilà, qu'est-ce qui se passe que fabrique Canudos? Il réunit le club des amis du 7e art, 1921, il met dedans Apollinaire, Sandras, Delaunay, Braque, Picasso, Milo, Ravel. Voilà. Et il y ajoute l'avant-garde artistique de l'époque, c'est-à-dire de Luc, Epstein, Dulac, L'Herbier, Calvacanti. C'est un très, très intéressant cinéma des années 20. Et Abel Gance, qui est le grand cinéaste de cette époque-là avec Dulac. Et ceux-ci se réunissent, voilà, il entre au Salon d'automne, il entre dans les expos de peinture, entre guillemets. Donc la façon dont un art va se développer, c'est en s'appuyant sur ce qui est avant lui. La deuxième et dernière chose qui réunit la séance d'hier, hein,
et celle d'aujourd'hui, c'est que Louis Deluc, dont vous savez qu'aujourd'hui c'est un prix de cinéma, il est critique, il est scénariste et réalisateur et il crée le journal du Ciné-Club parce qu'il va commencer à montrer que le cinéma a son propre vocabulaire, surimpression, jeu de décadrage, jeu avec les ombres, jeu avec le fantastique dans ce magnifique J'accuse d'Abel Gans. Et voilà pourquoi ce livre s'appelle L'éveilleur du cinéma français au temps des années folles. On est dans les années 20 et Louis Deluc crée ce journal du Ciné-Club et Cinéa, ancêtre du mouvement des ciné-clubs, où on voit que le rôle de la critique va aider l'artification. D'ailleurs, il invente même le terme cinéaste, c'est-à-dire quelqu'un qui serait auteur, entre guillemets. Voilà les ciné-clubs qui se développent, qui sont journal du ciné-club. Il y a un historien qui vient d'étudier ce sujet, c'est assez récent, je l'ai entendu en conférence il y a 2 ans dans le merveilleux festival d'histoire de l'art de Fontainebleau. Voilà, origine foraine et populaire, socialement dévalorisée, attraction pour goûter enfantin. Voilà, les films sont payés au mètre, comme les peintures au temps de l'artisanat. Et qu'est-ce qui va faire ça? Résumé d'il y a 2 dimanches, les vedettes. On découvre dans ces magazines que, par exemple, Mary Pickford, elle reçoit 14 000 lettres en un mois, hein, ça fait du monde. Donc, la starification hollywoodienne est une façon de faire du commerce, de vendre du papier, mais de vendre les films aussi. Cette image est tout à fait bouleversante. C'est gare de je ne sais plus où, un vendeur de jouets sans cheveux à droite. Il s'appelle Georges Méliès et il va finir sa vie comme ça. C'est notre plus grand créateur de films et il va finir complètement. Il vend des jouets. Plus de cinéma du tout. Les débuts du cinéma parlant en 29, c'est un peu ça qui va précipiter la chute du précédent cité. Des ciné-clubs, association de loi de 1901. La Cinémathèque 1936 avec Langlois, Franju et Mitry. Voilà, on a à peu près. Et l'intervention de l'État en 1940 avec cette idée de CNC, c'est-à-dire d'aide à la création. Et donc, le lien avec hier, c'est tout simplement que les ciné-clubs, c'est une façon de projeter des films, d'en parler après. Là, on est en 47, on a dit CNC. En 59, c'est le ministère de l'Industrie qui passera de la tutelle du ministère de l'Industrie à celle des Affaires culturelles. Voilà, le cinéma n'est pas qu'une industrie. C'est tout à fait drôle et vous connaissez sans doute la citation célèbre de Malraux. Par ailleurs, le cinéma est une industrie. Et c'est en 59, on est au cœur de notre dimanche ciné popcorn années 50. Le ciné d'arrêt d'essai va arriver et les salles d'arrêt d'essai vont arriver. Ils vont d'ailleurs, l'histoire des ciné-clubs montre à quel point les salles d'arrêt d'essai vont faire aussi du mal aux ciné-clubs. Parce que, la suite, les cahiers du cinéma 51, Positif 52 et Cinéma 54, c'est-à-dire des jeunes gens qui s'appellent Godard, Truffaut, Chabrol, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, même s'ils sont déjà dans ces années 50. Je vais couper les années 50 en deux parce qu'il y a trop. Il y a trop. Et voilà, les revues de cinéma vont se développer. Valoriser une politique des auteurs et commencer à dire que les gens qui font des films de cow-boys, des suspens, le petit monsieur rondouillard qui est ici, qui pourrait tout à fait être le cinéaste des années 50, je vais le couper en morceaux maintenant, ces années 50, c'est trop gros. L'invention du réalisateur se fait en s'appuyant sur le réseau des ciné-clubs. Et ces ciné-clubs, c'est une façon de partager par des amateurs qui s'y connaissent en fait et qui vont... c'est toute l'ambiguïté d'ailleurs. Dire à la fois ce qui est le bon film, comment le regarder, et en même temps créer le débat. Ça vient aussi de ces années 30 et du Front populaire et de la diffusion de l'éducation populaire. Tout ce cycle-là vient de la pratique amateur. Et ce que je disais hier, qui aurait dû être ma conclusion, c'est que finalement, cette pratique par les fans, par ceux qui voient passer les films, elle a une importance énorme. Alors, j'ai triché un peu pour aujourd'hui, c'est que pour vous donner envie d'aller regarder des films, on commence à avoir des films qui sont libres d'accès. On est dans les années 50, on est plus de 50 à 70 ans plus tard. C'est juste, il faut que l'auteur soit mort depuis 50 ou 70 ans. Je voudrais vous donner envie de les emprunter, peut-être de les regarder en ligne. Il y en a certains qui y sont. Et j'ai triché un peu parce que j'ai choisi un cinéaste sur lequel j'aimerais insister pour vous donner envie de le découvrir. Parce qu'il réunit beaucoup de choses qu'on a vues aujourd'hui, cet intérêt pour le réel, le documentaire, les gens qui viennent d'ailleurs, pour ce formalisme qu'on va regarder qui est propre pour cet art du montage et de l'image très très belle. Il va coller aux avant-gardes. On va le découvrir juste avant. Je voudrais faire
de familles en fait que font ce cinéma du début des années 30, c'est 50. C'est beaucoup de films de genre que voici et beaucoup de formalisme, beaucoup de choses qui commencent à être très dessinées, très esthétiques, très artistes. Le cinéma de genre, je mets dedans du film bien français et la qualité française sur lequel je disais que c'était une pratique de plaisir aussi qu'on retrouve des années 30, 40, 50, mais qui, quand on la met côte à côte avec ce cinéma spectaculaire américain, voilà, le pont de la rivière Kwai, on a deux univers d'aventure. Le nôtre est encore très littéraire, en fait, très bon enfant. Il ne s'agit pas de comparer seulement les moyens techniques, hein. Évidemment, il y a plus de moyens techniques dans la réalisation du pont de la rivière Kwai, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'imaginaire qui est plus ambitieux, en fait, chez les Américains. Il y a quelque chose qui envoie du rêve beaucoup plus fort. Et il ne s'agit pas de dire que, enfin, chacun mon goût, comme si, voilà, Jeux interdits, 52, ou que la traversée de Paris, 55, serait moins intéressant cinématographiquement. Il y a quelque chose qui s'y passe, qui parle de ce qu'est la France, en fait, et de ce qu'est la France au sortir de la guerre. Et dans celui-ci, un discours politique entre les trois personnages que voilà, puisqu'il y en a un qui... Enfin, ils font tous du marché noir, d'ailleurs, ils y participent tous, chacun à leur façon. Et l'un à gauche de façon couarde, celui du milieu de façon fourbe, et le troisième qui a l'air de le faire de façon plus héroïque, mais on est en train d'être dans une distribution de la parole et de la morale qui est passionnante. C'est une façon de re-regarder ce film qui est drôle. Les dialogues sont assez puissants, mais bah, il faut voir Bourvil qui menace Gabin de lui casser la gueule, mais il n'y a pas que ça d'intéressant dans ce film qui pourrait vous donner envie de le revoir, c'est aussi ce que ça raconte d'un cinéma qui commence à regarder sa propre histoire un petit peu, et à la française, toujours de façon ironique, en fait. Ça, on va le retrouver dans les semaines qui vont venir. Voilà, même quand on regarde la politique, elle est une façon d'être amusante, en fait. Le cinéma français, c'est ce qui me plaisait dans le cinéma de Clouzot des années 40. Il est, quand il est grand public, un jeu avec ses tendances. Le cinéma américain joue le spectacle, joue le jeu cinématographique, en fait, si on peut dire ça comme ça. Just singing in the rain. J'arrête le monsieur parce qu'on pourrait danser sans fin. Je dis le cinéma américain invente quelque chose, c'est à la fois le genre en question, la façon, c'est audacieux, dont les peintres hollandais du XVIIe inventent et qualifient le genre paysage, nature morte, etc. Là, il y a des genres qui se différencient, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce genre de la comédie musicale qui va passionner Jacques Demy en France 10 ans plus tard, c'est qu'il faut animer visuellement le spectacle qui est sous nos yeux, puisque les chansons sont bonnes et que je caricature un peu, mais il suffirait d'être devant un micro en train de chanter. Voilà. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de jouer avec le décor, il est en train de jouer avec le rythme. Il avance, on a envie de ce grand morceau de danse qui n'arrive pas tout de suite. On a ce jeu de la pluie dans un décor qu'on sait complètement artificiel. Voilà. Il y a quelque chose d'un jeu avec les moyens du cinéma. Même chose avec le Zimmerman de 52, un jeu avec ce qu'on attend du western, ce qu'on attend de la vengeance, et qui n'arrive pas exactement tel que ça viendrait. On a pensé que c'était les années 60-70, le western qu'on a appelé Spaghetti, qui relisait l'histoire du western comme un modèle culturel, ce qu'on va voir à partir de lundi avec le pop art anglais, français, américain. Mais il y a déjà dans l'histoire du cinéma et dans la culture américaine une façon de prendre sa distance avec ses propres héros. La même chose avec la comtesse aux pieds nus de 54. On est déjà dans une histoire où les héros sont plus aussi clairs que ça.
Et les années 50, le contexte historique, vous pouvez le deviner, on est à la fois dans l'après-guerre et dans la chasse aux sorcières dont on a parlé, Kazan va faire sur les quais. Et en même temps, le héros est en train de se transformer, de se complexifier. Et il y a quelque chose dans l'espace américain qui est passionnant et qu'il n'y a pas dans ces petits récits comme des nouvelles qu'il y avait dans le cinéma français dont on parlait. Je les compare pour montrer la particularité de chacun. La même chose, un dernier sur la relecture du héros, Les Sentiers de la Gloire de Kubrick, c'est 57, on est déjà en train de film qui a des problèmes avec la censure, justement. Et j'aime bien parce que là, si vous aimez les histoires d'amour, bien avant que Clint Eastwood et c'est Glenn Close, se retrouvent impitoyables, on a les deux côte à côte. Pages of world-renowned author C.S. Forrester's story, and filmed in the jungles and at the headwaters of Africa, the Dark Continent, in all the magnificence of color by Technicolor, comes the most exciting adventure ever screened. À la fois d'un grand format, couleur, il vient de le dire, grand héros, mais déjà Bogart n'est plus dans la figure qu'on s'attendait de lui. Et puis une majeure partie du film est en binôme dans un tout petit décor en fait. Qu'est-ce qui se passe qu'on a vu hier déjà? La télévision est arrivée. La télévision est la première série à grand succès de 54, c'est Dragnet que voici, Jack Webb, qui commence chacune de ses séries en disant je m'appelle Friday et je suis un flic. Le même va se retrouver à faire des pubs dans les journaux pour des clopes. Ce monde des médias, j'avais dit qu'il était très présent dans les années 30-50, mais s'il n'est pas parti, qu'on va découvrir demain joue de ce monde des médias, puisqu'on est dans un monde d'images que j'ai essayé de contextualiser, qui a explosé ce récit d'histoire de l'art. Il est absolument partout. Absolument partout, partout. Et la deuxième famille de films des années 50, pour le moment, c'est celle des formalistes, c'est-à-dire d'un cinéma qui devient brillant, c'est le cas de le dire, qui sait exactement placer sa caméra, dessiner et jouer avec le rythme du cinéma lui-même, Les Vacances de Tati, ou le merveilleux, c'est quand même un des meilleurs films de l'histoire du cinéma que voici. Fenêtre sur cour. This is the scene of the crime. A crime of passion, filmed in a way you have never seen before, and as no one else would dare attempt, but the screen's master of suspense, the producer-director who shocked the world with Psycho. This is the apartment of a man named Jeffries, a news photographer whose beat used to be the world. Right now, his world has shrunk down to the size of this window. He's been watching the people across the way. Nobody seems to pull their blinds during a hot spell like this. He knows a lot about them by now. Too much, perhaps. For instance, down there on the second floor, the woman pacing about. He calls her Miss Lonely Hearts. So lonely that even death seems like a friend. Voilà, on a affaire à un voyeur. On en parlait déjà sur ces années 40 et le fait que le cinéma se regarde lui-même et joue de ça. Voilà, un chef-d'œuvre. Ah mince, j'ai déjà dit que c'était le meilleur film du. Non, c'est celui-là. Quand même, La Nuit du Chasseur, une pure merveille. Une pure merveille. In a mysterious way his wonders to perform. Yes, I was with Brother.
la lumière qu'il y a dans ce film, l'automne, qui est un merveilleux comédien. Voilà, c'était une folie d'originalité de cet homme dont on devine, puisqu'il a tatoué sur une main amour et sur l'autre haine, que ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu. Le formalisme est présent chez O'Fool, c'est un merveilleux cinéaste qui passe de ce noir et blanc à la couleur, chez Lola Montes. Le formalisme chez Clouzot, qui s'intéresse à ce cadrage, y compris quand il filme Picasso. Le formalisme de Wells dans La soif du mal. On a un cinéma qui a son meilleur dans la capacité de gérer tous ces éléments qui lui sont propres maintenant, qu'ils font sortir de la littérature ou de la peinture en un sens, c'est-à-dire cet art du mouvement et de la narration en action. On pourrait mettre Bresson, qui aurait pu être... je m'aperçois que quand je choisis un cinéaste de la décennie, ça fait 3 fois qu'ils sont français. Voilà, le cadre, la façon de gérer, la simplicité de ce journal d'un curé de campagne, on est en 51, une merveille. Voilà, j'ai à peu près présenté votre soirée du Ciné-Club. Et puis, sur le temps qui me reste, voici le monsieur qui, dès les années 50, fabrique des merveilles. Et qui reste un jeune homme toute sa vie, en fait, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Je voudrais partager avec vous plusieurs choses parce que je me suis rendu compte qu'il résumait beaucoup de choses qu'on avait vues jusque-là dans ce passage de la modernité, le surréalisme, l'influence de Breton, la place de l'écriture aussi chez lui. Et puis, vous partagez cet arc-là, ce petit blow-up, l'émission, le voilà en train de collectionner la bande dessinée, puisqu'il va en plus être un grand, grand fan de bande dessinée et l'intégrer dans son univers visuel. Donc, il est vraiment à la frontière. Il va vouloir adapter Tintin, il essaye d'adapter Dixon, etc. Et travailler avec ne serait-ce que Bilal, Flock et Blutch. C'est quand même des grands, grands dessinateurs de BD, jusqu'à il y a peu, en fait. Et partager avec vous cette émission parce que c'est une merveille et que René, en 4 minutes, je ne peux pas faire mieux. À Georges. À Georges. Cette semaine sort sur les écrans Aimer, boire et chanter, l'ultime long métrage d'Alain Resnais, ce qui nous a donné envie de revenir sur la longue carrière du cinéaste en 4 minutes chrono. Alain Resnais est né au début des années 20 et il est décédé tout récemment. Il a passé son enfance en Bretagne, puis il a intégré une école de cinéma à Paris. Il a fait une apparition dans un film de Marcel Carné, puis il a travaillé comme monteur pour Nicole Védresse et pour Agnès Varda, avant de réaliser de nombreux courts-métrages, un documentaire qui a fait date, un premier long-métrage qui a fait date lui aussi, suivi d'une vingtaine d'autres films qui ont valu à Resnais un Oscar à Hollywood, un Lion d'or à Venise, un Ours d'argent à Berlin, 3 Césars et un prix honorifique à Cannes pour l'ensemble de sa carrière. Bon, voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre ? Eh bien, Alain Resnais a tourné avec de grands acteurs, comme Delphine Seyrig, Emmanuel Riva, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Mathieu Amalric, mais surtout André Dussolier à 7 reprises, et enfin Pierre Arditi à 10 et Sabine Azéma à 11 reprises. J'aime bien quand vous souriez. Quoi d'autre ? Eh bien, Alain Resnais a travaillé avec de nombreux écrivains, Paul Éluard pour Guernica, Raymond Queneau pour Le Chant du Styrène, Alain Robbe-Grillet pour L'année dernière à Marienbad, Jean Quérol pour Nuit et brouillard et Muriel, Georges Semprin pour La guerre est finie et Stavisky, et surtout Marguerite Duras pour Hiroshima mon amour. Quoi d'autre ? Eh bien, on trouve chez Resnais de nombreux travelling marquants, notamment dans Toute la mémoire du monde, L'année dernière à Marienbad, Mon oncle d'Amérique ou Hiroshima mon amour, des travelling qui sont, plus que chez quiconque, une affaire de morale. Il veut dire une affaire de morale dans le sens où avancer dans l'image signifie quelque chose et n'est pas un trucage ou une sorte de procédé formaliste, justement. Il veut dire que l'idée du cinéma, on va le développer après cet extrait, elle est de penser cette image en mouvement avec une intention d'artiste. Et on a vu qu'il a su s'appuyer sur des comédiens et des auteurs de haut niveau. Sinon, Alain Resnais est l'inventeur de montages parmi les plus originaux de l'histoire du cinéma, un exemple parmi tant d'autres dans Muriel. Je ne veux surtout pas vieillir mon appartement. Quoi d'autre ? Ah, une curiosité, Alain Resnais a parfois fait apparaître Alfred Hitchcock dans ses films, dans L'année dernière à Marienbad, une photo d'Hitchcock, ici, mais aussi dans son film suivant, Muriel, Alfred Hitchcock, ici. Laissez. Sinon, un autre détail qui n'en est pas un, les bandes annonces des films de Resnais sont toujours très réussies,
celle du diptyque Smoking No Smoking, Si on veut voir No Smoking d'abord, on y va. Tu vas voir le smoking d'abord, toi? celle de Pas sur la bouche, l'un des rares films de René Sandre et du Solier, ou encore la bande-annonce dont on connaît la chanson. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle est jamais venue. Tout cela nous amène justement à la chanson, car on chante beaucoup dans les films de René, dans Pas sur la bouche. On regarde, on parle trou, C'est Darry Cole. parle trou. Mais aussi dans Muriel, Y a pas que les automobiles qui font du son, que c'est agaçant. sans oublier La vie est un roman, Je crois. et bien sûr les playbacks dont on connaît la chanson. Résiste. Prouve que tu existes. À part ça, l'une des grandes passions d'Alain Resnais a toujours été la bande dessinée, ce que montre cette séquence autobiographique de Mon oncle d'Amérique, Je préférais les romans d'aventure que j'allais lire perché dans un arbre. mais aussi ce plan de toute la mémoire du monde, ou encore I Want to Go Home et ses incrustations de phylactères. You arranged that very nicely. Just shut up. Resnais a également travaillé avec Enki Bilal, qui a dessiné les décors de La vie est un roman et conçu 2 affiches de ses films. Resnais a également travaillé avec Flock, qui a conçu les cartons d'introduction de Smoking No Smoking et dessiné de nombreuses affiches de ses films. Et enfin, Resnais a récemment travaillé avec Blutch, qui a conçu les interséquences d'Aimer, boire et chanter, lequel Blutch a également dessiné les dernières affiches de ses films. Sinon, l'autre grande passion d'Alain Resnais a été le théâtre. Il a adapté Henri Bernstein, Alan Ayckbourn ou Jean Anouilh, mais surtout les scènes de théâtre ont infusé son cinéma, du rideau inaugural de Mello à celui qui clôture Pas sur la bouche, Vous restez pour le final? en passant par les répétitions de Stavisky et les représentations de L'année dernière à Marienbad Voilà. ou de Mon oncle d'Amérique. Enfin, terminons par la neige. Il y en a beaucoup dans les films de Resnais, en extérieur comme en intérieur, au propre comme au figuré, au propre comme au figuré. Voilà, Alain Resnais, c'était tout cela, et c'était enfin pour nous quelques-unes des images les plus marquantes de notre histoire du cinéma. Les mains d'Emmanuel Riva qui s'agriffent au dos d'Eiji Okada dans Hiroshima mon amour, le plastique transformé en végétation dans le champ du styrène, un échange de regards entre Yves Montand et Geneviève Bujold dans La guerre est finie, et enfin une peinture murale à New York dans Mon oncle d'Amérique. Le merveilleux créateur de cette série Blow Up, qui sont des petits analyses façon séquence du spectateur et rapprochement, s'appelle Luc Lagier, il est monteur lui-même. Et voilà l'enchaînement avec Resnais sur lequel je voudrais revenir. Il s'agissait de vous donner envie de regarder ce cinéaste qui ferait les années 50. Je me réserve la possibilité de recreuser, mais je le mettrai comme représentatif, même si vous avez vu que ces films viennent jusqu'aux années 2000. Qu'est-ce que je voudrais sortir de ça qui vous donne envie et qui parle de ce qu'on a vu jusque-là? Resnais est monteur, le voilà en train de monter pour Agnès Varda qui se lance à filmer et qui a besoin d'un coup de main sur la pointe courte. Et cet art du montage, c'est 2 pistes très intéressantes. On va revoir dans un instant à quel point le surréalisme, l'idée d'associer des images, de coller quelque chose qui n'a rien à voir avec autre chose est importante. Mais je crois qu'on peut voir que cet art, il est monteur, hein, c'est-à-dire tu as tous les bouts du film et il faut assembler dans un ordre que toi tu juges en tant que rythme. Justement, le propre du cinéma, c'est aussi son montage et c'est l'influence sur les arts plastiques de ce développement du cinéma depuis les années 20 jusqu'aux années 50. On devient compositeur d'images et assembleur d'images et le pop art, on va en être un exemple très fort. Donc, l'art du montage, c'est aussi celui du rythme. Ça, c'est une façon de parler de ce passage du moderne au contemporain. Resnais est aussi réalisateur de documentaires. Alors, il en fait un sur Guernica, un sur Gauguin, un sur Van Gogh, qu'on trouve très facilement en ligne, qui sont libres d'accès. Ce qui m'intéresse sur celui de Gauguin, on en voit des petites images. Il est filmé en noir et blanc. C'est une contrainte économique et il considère, il date de 1950,
que le film n'est pas assez expérimental, que ça ne va pas assez loin. Vous avez en souvenir, il va arriver maintenant les statues meurtres aussi, c'est-à-dire la façon dont les sculptures sont filmées, dont elles sont éclairées. Mais ce qui m'intéresse de regarder, c'est que cet art du documentaire qui fait regarder autrement par le noir et blanc, on pourrait se dire, voilà, contrainte économique, on est en 48, et un documentaire sur Gauguin, on est jeune cinéaste. Non, celui de 48 de Van Gogh, pardon, j'étais en 50, c'est tourné sciemment en noir et blanc pour éviter la trahison picturale et pour mieux faire ressortir l'aspect tragique de la peinture de Van Gogh. C'est-à-dire, la peinture de Van Gogh, elle est comme ça à droite, mais si vous avez suivi les petites conférences ensemble, l'art du dessin chez Van Gogh est un de ceux qui est le plus intéressant pour comprendre sa couleur, il me semble. Et je trouve fascinant, et René a participé avec ce petit documentaire à me le faire comprendre, de se dire que voilà, filmer Van Gogh en noir et blanc, ça a du sens en fait. Ce n'est pas qu'une limite technique. Quelque chose qui l'était sur le Gauguin ne l'est plus juste après. Voilà, tentative de raconter la vie imaginaire d'un peintre à travers sa peinture. Voilà, un grand nombre de plans et une place de la musique importante. Donc en plus, c'est vraiment un documentaire, c'est pas juste de la peinture filmée. Ça, c'est très fort. On le retrouve un peu chez Guernica, puisque c'est un documentaire sur une seule peinture, très audacieux, qu'il faut que vous regardiez. Ce sont des documentaires qui sont assez courts, finalement. Les statues meurtres aussi, j'ai dit à quel point la magie de cet autre génie, qu'on retrouvera peut-être dimanche prochain, Chris Marker, avec René, devant une estampe de Fernand Léger, voilà, l'art de la narration, l'art du décadrage, c'est le Chris Marker qui filme qu'avec des photos. Du côté du cinéma expérimental, je l'ai montré il y a 2 jours, et cette réflexion du narrateur, quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire, quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture, et c'est mon sujet en fait, comment l'art passe dans la culture, comment la création, l'innovation du cinéma expérimental devient celle du cinéma grand public, et comment les objets manipulés par des amateurs peuvent devenir les sources de la création artistique. Et finalement, cet art du monteur, du documentaire de Nuit et brouillard, dont j'ai dit qu'il avait été censuré longtemps, c'est parce qu'il vient de ce plan qui a été interdit, je vous le disais, parce qu'un gendarme français était présent sur la gauche, et il y a pendant longtemps, quand le film est ressorti caviardé, il était caviardé juste avec un masque sur le... Et je me disais en regardant cette image que c'était un montage aussi, en fait. C'était 2 choses qui se regardaient. L'un qui est nous qui regardions ce gendarme qui regardait. Je vais avoir l'air d'exagérer, mais ça pourrait être du Manet, en fait. C'est quelque chose de la modernité, de montrer que quelque chose est en train d'être regardé. C'est-à-dire, nous regardons un monsieur qui regarde, mais le monsieur qui regarde est un policier français, et ça a un sens très fort dans notre histoire devant un camp d'internement. Même chose sur Toute la mémoire du monde, qui est un merveilleux documentaire sur la bibliothèque, où on voit des plans de gens en train de lire, et ce petit plan volé que le petit mot de Luc Lagier remettait à jour, c'est qu'il y a un plan sur les piles de mandrake à une époque dans les années 60 où la bande dessinée commence tout doucement à être reconnue. Voilà, il y a quelque chose de l'intérêt pour d'autres arts que celui de l'art du cinéma. On oublie souvent que ce n'est pas son meilleur, mais René a participé à l'an 1, c'est quand même une merveille, et Jean Rouch au Niger. Jacques Doillon a filmé, là c'est le moment, hein, regardez, on arrête tout et on réfléchit. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors, il n'y a plus de serrure sur les maisons, et puis il n'y a plus d'argent, ce n'est pas la peine, on peut passer à autre chose. Voilà. Le René qui m'intéresse, c'est celui qui monte et celui qui regarde les images, et qui regarde plus loin que les images en les reprenant, en les mettant côte à côte. Voilà, le René qui m'intéresse de vous faire envie de découvrir, c'est l'influence énorme du surréalisme, et là aussi, il raconte l'histoire de passage que je suis en train de raconter. Il dit dans une interview, quand j'ai vu Le Chien andalou, j'ai compris qu'on pouvait faire un cinéma différent de ce qu'on voyait en Bretagne, voilà comment le petit gars peut se retrouver dans les propos de Breton, justement, que par le montage, on pouvait se faire rencontrer des plans et faire apparaître quelque chose d'autre. Quelque chose à côté d'une autre image pouvait donner autre chose. Et quand un membre de l'équipe de tournage des Herbes Folles me souligne que c'est bizarre que je colle un truc, et il dit vous avez vu L'Ange Exterminateur, pourquoi est-ce qu'il y a un ours qui monte un escalier dans Buñuel? Voilà. Buñuel, ce n'est pas son problème, un ours, ça peut monter un escalier. Il dit je filme ce qui me passe par la tête et je mets côte à côte des éléments qui vont créer un sens nouveau. Ça, c'est la modernité. Il s'appuie sur des auteurs,
Duras, Rob Grillet, voilà, qui sont quand même les auteurs de son époque, qui déconstruisent la façon de raconter, quand même pas rien. Mais aussi depuis ce Breton, je reviens au surréalisme, cette idée des passages, de la flânerie qui intéresse Breton, et dans Nadja. Et quand on lui demande est-ce que la grille de lecture de votre cinéma, ce ne serait pas l'amour fou, il dit si, vous voyez comme j'ai bondi, comme vous me l'avez dit, à 14 ans, échappé de ma province. Il y a cette idée que la découverte culturelle amateur pourrait devenir la nourriture de la création. C'est là où il y a passage du moderne vers du contemporain, il me semble. J'ai arpenté Paris, ces passages, le parc des Buttes Chaumont. Voilà, il se refait son film du livre qu'il avait lu, en fait. J'ai retrouvé à Bercy, dans les quartiers de la bibliothèque François Mitterrand, la cinémathèque construite par Guéry, celle qui est en ce moment, hein, dans la rue de Tolbiac. Tous ces endroits encore inhabités qui créent des zones d'étrangeté où j'ai tourné cœur. J'ai apprécié de trouver des écrivains qui goûtaient les mêmes lieux. Voilà, je vais dans des... Les écrivains me font voir le monde autrement et après, je vais dans ces endroits et je retrouve quelque chose que j'avais découvert là. Voilà, le breton qui lui passionne, c'est le manifeste du surréalisme, les écrits de Soupeau et d'Aragon, la peinture de Max Ernst. Et depuis, je ne tourne pas un plan sans me demander ce qu'en aurait pensé André Breton. L'influence comme passeur, justement, de ça. Pendant le tournage des Herbes Folles, voilà, il dit je repense à Gaston Modot qui déchire un oreiller de plume ou qui écrase des violons, ou à l'âge d'or de Buñuel. Je suis imprégné par le surréalisme et la petite référence, voilà, une photo faite par Azéma qui est sa compagne de René. Je pensais à cette petite phrase de John Cage, c'est comme quand on met du lait dans le frigidaire, ça prend toutes les odeurs. Je repensais à notre lait contemporain qui fait que l'ambiance autour de la peinture blanche de Rauschenberg, qu'on va revoir bientôt, l'ambiance du silence de la pièce fait partie de la pièce. Quand j'ai vu un chien andalou, j'ai compris ce qu'on pouvait faire dans un cinéma différent. Voilà. Et c'est la bizarrerie aussi de son cinéma. C'est un cinéma qui est à la fois très intello sur l'année dernière à Marienbad, on ne comprend rien, on n'est pas sûr de comprendre. Et puis, on s'en fout de comprendre, en fait. Il faut se détendre sur ce sujet. Il peut y avoir des choses qui soient assez belles ou assez fascinantes pour exercer notre curiosité et ce réflexe du spectateur que la modernité attend d'être actif par rapport à l'œuvre, comme Duchamp veut qu'on soit des regardeurs qui construisent l'œuvre. René aussi, troisième point, je me dépêche, fait tourner des comédiens incroyablement importants, mais en binôme, en vis-à-vis. Voilà, dans Hiroshima, mon amour, Okada et Riva, dans cette brochette de comédiens incroyables. Et le petit monsieur qui est dans le fond, il a été habitué à tourner avec des grands et à être au premier rang, normalement. Et les comédiens du second rang ne sont pas du tout des comédiens de seconde classe. Ça, c'est ce que le cinéma français sait faire. Le voilà en train de diriger encore. C'est un grand directeur d'acteurs et quelqu'un qui sait mettre en face à face et dans des situations différentes. Le Belmondo qui tourne Stavisky, c'est le Belmondo, on pourrait faire de l'ironie, qui sort de Godard, de la Nouvelle Vague, du cinéma naturel qu'on verra dans une semaine. Voilà, le cinéma des années 50 avec le cinéma italien, avec le cinéma français de la Nouvelle Vague, c'est tourné naturellement. Il y a de ça dans certains Rennais. Et en même temps, c'est un cinéma très, très formel, comme je viens de le décrire. C'est le Stavisky qui dégoûtera sans doute Belmondo de tourner avec des intellos, hélas, mais qui inventera un autre cinéma populaire qui va se diffuser un peu partout. Voilà, c'est aussi un cinéaste rennais de l'image, du cadre et de la couleur, de la bande dessinée. Voilà, comme Vittorio Gassman, Ruggero Raimondi dans La vie est un roman, parce que, encore, l'interview sur le surréalisme, et c'est un glissement vers l'image, La vie est un roman est un film influencé par l'écriture automatique. C'est-à-dire, vous allez le regarder, et il y a des bouts où on ne comprend pas, il y a des plans qui s'enchaînent sur d'autres plans, et il n'y a pas de rapport, en fait. Et c'est cette surprise-là qui est pas du tout prétentieuse, il me semble, qui est bon enfant et qui ressemble à ce cinéma des années 50 qui devient intellectuel, en fait, qui se pense lui-même et qui est capable de passer à autre chose que se regarder penser. Je me laisse porter par les images qui arrivent, j'essaye de glisser de l'imprévisible, je veux garder le hasard, voilà, on est au cœur de notre sujet, de la musique concrète de Cage et de la danse de Cunningham, il me semble. C'est la trace du choc qu'est la découverte d'André Breton.
Et il dit à chaque fois, un objet, un paysage, même sans rapport avec l'intrigue, il a sa place, il peut arriver à un moment donné où on ne s'y attend pas. Voilà, et l'enquêteur lui dit, Magritte, dans Je t'aime, voilà, la belgitude, cet art de mettre quelque chose comme Magritte à l'intérieur du réalisme, il peut y avoir un effet de décalage, sensation de dérisoire. Voilà. Mélanger le rire et l'anxiété me plaît. Voilà, dans Je t'aime, une merveille aussi. Et dans ce paysage de plastique du champ du styrène, puisque c'était une ode et en même temps une réserve sur ce plastique qui se développe un peu partout. Tous ces films-là, c'est une façon de jouer avec ce système de narration, de jouer avec ce système de montage, dans Providence du surréalisme, la bande dessinée dans La vie est un roman et dans Mon oncle d'Amérique, dans Mélo aussi, et dans encore plus fort I Want to Go Home, puisque le Depardieu avec des gros biceps vient de là. De ce Floch qui fait ces très belles affiches. Est-ce que je vous dirais que Floch est un merveilleux dessinateur de BD et qu'il a fait une petite bande dessinée sur Évry? Eh oui. Mais le Blutch qui fait les dessins qui donnent Les Herbes Folles, dont j'ai retrouvé les dessins initiaux, voilà, René a décrit une rencontre toute une après-midi avec Blutch, des 500 dessins vus, et il dit « J'ai eu l'impression d'être avec Matisse ». C'est là où on passe du moderne au contemporain, c'est-à-dire que les documentaires qu'a fait René à ses débuts, Van Gogh, Guernica, Gauguin, pour lui, c'était une façon d'aller vers des peintres d'aujourd'hui, que de regarder l'art qui se fait et de travailler avec eux comme des auteurs. La petite Madeleine finale pour se quitter, c'est que là aussi dans Blow Up, mais réalisé par quelqu'un d'autre, des gens dont c'est le métier, et je ne peux qu'admirer ces gens, vont vous montrer comment les génériques, seulement la typo, l'art de la narration, en 5 minutes exactement, chez Alain Resnais, ont un sens. Et sinon, je vous dis à demain. Merci. Regardez Blow Up, il y en a plein d'autres. Le générique de film, selon Alain Resnais, ça ressemble à quoi? Resnais aime les typos avec du caractère, signés ici et là par Michel François. En esthète, amoureux de théâtre, de peinture et de BD, Resnais a aussi un faible pour les titres encadrés, comme des cartouches, avec des variations de couleurs symboliques. Par contre, et par contrat, Resnais refuse de voir figurer au générique de ses films la mention « un film d'Alain Resnais ». Il préfère de loin le côté faiseur-bricoleur affiché par le mot « réalisation ». Pour Resnais, le cinéma est d'abord un art collectif, où le réalisateur doit être cité parmi les autres participants du film, parfois même au beau milieu du générique, l'air de rien. Et il n'est pas rare que Sylvette Baudreau, sa script, soit placée en tête de ces génériques de fin. Dans Mélo, Resnais transfigure son générique d'ouverture en carnet de bal, son équipe en troupe de théâtre trombinoscopée. Le visage chez Resnais devient alors une bulle. En expérimentateur espiègle, voire geek, Alain Resnais s'amuse parfois avec ses génériques et ses titres de films comme un enfant dans une cour de récréation. Dans Les Herbes Folles, il demande aux graphistes Fred Moreau et Fred Rose de faire zigzaguer le générique de fin comme si les participants et le film lui-même étaient de mauvaises herbes devenues incontrôlables, ou quand un film, grâce au générique, s'échappe de lui-même. Même sentiment dans On connaît la chanson, où émerge le nom de vieille gloire de la chanson, comme autant de jeunes pousses, et où défile horizontalement l'équipe du film, un joli pied de nez aux conventions verticales.
La collaboration d'Alain Resnais avec le graphiste Floch, à qui il confie plusieurs fois affiches et génériques, restera sans doute comme un terrain de jeu, voire un sillon significatif de sa filmographie. Ça va? Tout le monde est là? Avec ses couleurs vives, sa rondeur, sa candeur teintée d'ironie, Tout le monde entend? Floch ne redessine pas le cinéma de Resnais, il le révèle peut-être au grand jour, notamment dans On connaît la chanson, Bon, on y va? puis dans Pas sur la bouche, un générique parlé, Pathé est fier de distribuer iconoclaste, qui démontre à quel point Resnais est peut-être au fond aussi un cinéaste enfantin et populaire. un film sonore, parlant et chantant, avec mesdemoiselles Sabine Azéma, Isabelle Nanty, Audrey Tautou et messieurs Pierre Arditi, Darry Cole. Alain Resnais, c'est aussi, tout de même, un des rares réalisateurs modernes à avoir employé le mot fin, et ce, jusqu'à son dernier film. Rien que pour cette permanence, foncièrement philosophique, et cette foi dans l'origine graphique et scripturaire du cinéma, les génériques selon Alain Resnais constituent de véritables manifestes esthétiques et éthiques, un nez au milieu du visage que nous n'avions peut-être pas bien vu. Et ce qui serait le passage du moderne ne veut pas du mot fin qui est trop formel, au contemporain qui peut l'assumer.